Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans les activistes, podcast sur l'actualité du hack. Les activistes prennent leur rythme habituel tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français. En préambule à ce premier numéro de la saison, au nom de toute l'équipe d'actu.fr, nous voulions vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé au numéro 0, pilote de ce programme. Quand nous avons ébauché les bases de ce qui pourrait être un petit podcast de supporters à destination d'autres supporters, nous ne pensions pas que vous accrocheriez aussi vite et aussi nombreux. Vos encouragements et vos bravos nous ont énormément touchés, de même que les conseils bienveillants qui nous sont parvenus suite à la diffusion. Sachez que pour la suite, nous ne souhaitons pas descendre de niveau de qualité, seulement la durée que nous essaierons de limiter à 30 minutes, sans que nous puissions le garantir tant ce sujet d'étude qu'est le hack nous tient à cœur. Nous ne pouvons faire qu'une seule promesse, celle de progresser avec vous pour vous fournir un rendez-vous incontournable. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, retour sur la préparation, qui sort et qui s'en sort, la fin du mercato, les dernières arrivées, les derniers départs, les dernières rumeurs et notre avis sur l'effectif. Votre rubrique, activez-vous, votre rendez-vous avec qui passera par les sondages d'actu.fr, votre 11 de départ des activistes et celui que vous avez déterminé pour le match qui aura lieu dans moins de 3 heures. À l'aube du championnat, entretien avec Kevin, supporter troyen, qui va nous faire une petite présentation de l'effectif de l'Estac, de la préparation et de ses attentes. Et enfin, la présentation en elle-même du match avec Romain et nos prévisions pour le match de ce soir. Vous accompagnez, vous l'avez déjà entendu, Romain, cofondateur d'Actu, est avec nous. Bonsoir Romain. Salut tout le monde, bonsoir, salut. Florian est également à nouveau parmi nous. Bonsoir Florian. Bonsoir à tous. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 1, c'est parti. On va revenir au niveau de la préparation. Qui s'en sort a été un peu le thème de ce qui avait été vu avec l'équipe des activistes. On a assisté à une large revue d'effectifs. Les matchs de préparation se sont terminés. Il y a eu des plus, il y a eu des moins, mais indubitablement, il y a des joueurs qui sortent du lot. Florian, j'aimerais voir avec toi justement, qu'est-ce que tu as pensé de la préparation? Quels sont pour toi les joueurs qui ont sorti leur épingle du jeu? Et à contrario, quels sont ceux qui pour toi ont vraiment du souci à se faire pour ce début de championnat? Alors pour moi, ceux qui s'en sortent le mieux pour l'instant, je dirais Abdelli, qui est en belle forme physique, qui a prouvé par sa vitesse et ses déplacements qu'il pouvait faire mal à certaines équipes de Ligue 1, certaines défenses de Ligue 1. Mbemba au milieu de terrain, qui m'a beaucoup plu face à Nantes, face à sa récupération, sa qualité de passe vers l'avant. Et aussi Alioui, qui sur certains dribbles a pu provoquer et embêter certaines défenses, dont celle de Nantes. Donc ça a surveillé par la suite. Donc c'est quand même 2 recrues qui m'ont surtout marqué. Alors est-ce que c'est les recrues qui arrivent? Du coup l'œil est plus attentif, mais je les ai beaucoup aimés. Pour ceux qui m'ont plus déplu, c'est surtout la défense. Au-delà de l'aspect, on s'est pris beaucoup de buts, c'est Meras. Peut-être qu'il a la tête ailleurs. On a vu les informations qui sont sorties sur Twitter et sur les articles. Mais ça me fait peur parce que le meilleur joueur défensif de l'équipe qui a la tête ailleurs, ça ne présage rien de bon. Romain, pour toi, au niveau de ce que tu as pu voir, qu'est-ce que tu as des différences ou des divergences avec Florian? Alors non, je rejoins Florian sur Abdelli. Clairement, il sort du lot sur ce début de saison, mais comme le faisait justement remarquer Benoît Donquel sur les réseaux, c'est assez régulier chez lui de sortir du lot en fin de prépa, enfin pendant la prépa. Maintenant, il faut qu'il confirme en championnat, mais par contre, il a l'air bien affûté. Il y a un effet confinement qui est passé par là, certainement. Alioui m'a bien plu sur les 2 matchs sur lesquels on a pu le voir évoluer. Parce qu'on a toujours l'impression qu'il peut se passer quelque chose quand le ballon arrive dans ses pieds. Après, on n'a pas parlé parce qu'ils se sont blessés, mais on n'a pas parlé de Cornet et Gibaud, qui se sont quand même plutôt bien intégrés, malgré le fait qu'on n'ait pas pu les voir complètement sur toute la longueur de la prépa. Dans ce qui est de moins bien, Fernand Mayembo, peut-être qu'il faut retenir, enfin dans le sens où il a pas l'air d'être dans les plans du coach, puisque c'est encore Basque qui va encore jouer le couteau suisse. J'ai même l'impression que pour le match contre 3, Basque sera en défense centrale, on en parlera après. Zabana,
Voilà, le fantôme Zabana. Voilà, on sait pas. Il y a des échos comme quoi il a tout simplement pas le niveau. Moi, je commence vraiment à croire ça parce que il y a quand même eu 2 coachs qui l'ont eu et on l'a toujours pas vu et j'ai l'impression qu'on ne le verra jamais. À mon niveau, moi, je vous rejoins. Il y a quand même, au niveau des points positifs que je retourne de la préparation, moi, je ressors 3 joueurs. Le premier, moi, c'est Ayman Ben Mohamed, qui est peut-être enfin dans le coup. Il a peut-être enfin digéré son intégration de venir en Europe. Et on sent bien que l'intérêt d'avoir en plus Ben Mohamed arrière gauche, c'est que ça permet de mettre Umut Neras milieu gauche. Et on a là un côté qui est vraiment solide, très solide pour de la Ligue 2. Donc c'est pour ça qu'il est important qu'on puisse avoir ces 2 joueurs en permanence. Le deuxième, c'est Pierre Gibaud, qui apparemment, en 2 matchs, est déjà devenu taulier de l'équipe. Donc là, actuellement, il est blessé. On ne va pas le revoir avant le match de Guingamp, donc pour la 3e journée. Mais on sent déjà à peine arrivé, il crée déjà un manque par son absence. Donc c'est une bonne chose pour lui. Et Imad Abdelli, effectivement, là, qui est là dans toutes les compositions d'équipe pour les matchs qui comptent. Est-ce que ça compte? Est-ce que ça inclut, par contre, c'est un changement tactique parce que Imad Abdelli, tu ne peux pas le faire jouer en 2e attaquant, tu peux pas le faire jouer sur un côté. Ça implique pour moi qu'on va jouer en 4-5-1 cette année. Si Abdelli est titulaire, ce qu'on lui souhaite, vu les promesses entrevues depuis 18 mois, mais ça implique quand même un changement tactique important. Est-ce que ça sera compatible avec le retour à 2 attaquants avec un Thierry en soutien du remplaçant qu'on attend? Je ne sais pas. J'espère que Paul Le Guen va trouver une combinaison tactique qui permettra de faire jouer tout ce petit monde ensemble. Ouais, mais Paul Le Guen l'a presque quasiment déjà annoncé, hein, qu'il ferait sa formation autour d'Imad Abdelli, au moins pour le début de saison. Oui. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressort des différentes interviews. Ce qui paraît logique, étant donné que de toute façon, on n'a toujours pas notre attaquant remplaçant. Ouais, tout à fait. Donc tu fais avec ce que tu as. Et si Abdelli est remplaçant de Kadewere dans un premier temps, voire de manière pérenne, pourquoi pas? Si ça fonctionne, très bien. Il n'y a pas de problème. C'est juste que tu avais une formation à 2 attaquants l'année dernière qui, pour même, marchait bien. Il y avait Tino, certes, mais avec un Jamal Thierry qui est prêt à se donner corps et âme, à laisser une jambe et tout son corps, même s'il le faut, pour obtenir un penalty ou pour permettre à son coéquipier de marquer un but, c'est sûr que c'était très agréable. Est-ce qu'il pourra à la fois avoir ce don de soi en étant seul en pointe, même en étant servi? À voir. S'il réussit à avoir le même rendement qu'il avait quand il était parmi les meilleurs buteurs de National, oui, ça peut marcher. Est-ce que c'est le rôle privilégié qu'il pourra avoir en Ligue 2? On verra lors des premières journées. Au niveau des points négatifs, je les reprends. On en avait déjà parlé lors de la première émission et je les reprends. Et au final, c'est un peu, j'en pousse un et il y a tous les autres qui suivent derrière en se décalant d'un rang. J'ai Fernand Mayembo qui est poussé sur le banc de touche. Yacouba Koulibaly qui est poussé vers le bout du banc de touche et même au-delà. Et Alan Zabana, j'ai pas envie de faire de l'ironie parce que c'est un joueur qui nous est sympathique. Et j'ai quand même l'impression qu'on est on est un peu dans le merci, mais faut pas rester là, monsieur. Merci, mais faut pas rester là. C'est un peu le sentiment qu'on ressent, c'est que il s'est fait passer dans la hiérarchie en attaque par Godwin Bentil. Ça ne pose plus aucun doute à ce niveau-là. Il est temps pour lui de trouver une solution qui puisse lui permettre de continuer sa carrière dans de bonnes conditions. Parce que on sent bien que ça va pas le faire cette année. Il est reparti pour faire une saison de National 3 au mieux. Donc ce serait vraiment difficile, d'autant plus que on sent bien que Hervé Basile ne partira pas parce qu'il est trop cher, tout simplement. À plus de 40 000 € par mois, on ne trouvera pas un club pour le libérer. Donc on va quand même essayer de valoriser ce joueur autant que possible. Donc ça veut dire qu'il passe après Thierry, Bentil, Basile, 1 ou 2 joueurs qui doivent encore arriver au poste d'attaquant. Ça veut dire qu'au mieux, il sera numéro 5 dans une hiérarchie avec au maximum 2 joueurs. Il doit s'en aller. Pour son bien, il doit s'en aller.
Au niveau des derniers mouvements officiels dans l'effectif, donc un départ, on avait parlé du loft le mois dernier, donc Kelly Rep, c'est officiel, part dans un club chypriote, bonne chance, peut-être son niveau, on ne sait pas. Donc bonne chance pour lui. Et au niveau des arrivées, à tout seigneur, tout honneur, Nabil Alioui, 20 ans en provenance de l'AS Monaco. Sélectionné en équipe de France jeune, après l'année dernière difficile au Cercle de Bruges, mais le Cercle de Bruges l'année dernière a vécu lui-même une saison très difficile. Est-ce vraiment réaliste? Des avis qu'on a récupérés des supporters monégasques, c'est loin d'être un mauvais joueur et sur les 2-3 matchs qu'on a pu voir de lui, au moins il y a du ballon. Il y a du ballon, ça a l'air d'être il a l'air d'être ami avec le ballon. Au moins un minimum, 2-3 promesses sympathiques. Messieurs, est-ce que ça vous convient comme arrivée? Pour moi, oui, Ali, oui, ça m'intéresse beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez le compte Twitter Esport du football, et il l'a mis dans ses joueurs à surveiller en Ligue 2 cette saison. C'est quelqu'un qui repère les jeunes depuis des années. Il avait vu Haaland, par exemple, et il l'a ciblé dans notre effectif. Dans les 20 joueurs à suivre en Ligue 2 cette saison, il est dedans. Donc ça va encore plus m'intéresser, parce que certains grands visionnaires du football l'ont suivi. Du coup, à voir. Et comme je l'ai dit, face à Nantes, il m'avait beaucoup plu. Donc pour moi, je dirais que, en plus, vu qu'il est polyvalent, il sera forcément titulaire, sauf blessure ou coup de mou, parce qu'à droite ou à gauche, on a un effectif assez fin, à part Meras qui peut jouer à gauche. Donc pour moi, il sera titulaire et du coup, hâte de voir les matchs de compétition avec lui. Romain, Ouais. qu'est-ce que tu en penses? Pareil, il a été très intéressant sur les matchs là et il a un profil qui me plaît bien. Comme je disais tout à l'heure, on a vraiment l'impression qu'il peut se passer quelque chose quand il a le ballon. Un peu à la Ferrat, hein, ça me fait un peu penser à ça. Et effectivement, je pense qu'il peut jouer en support de l'attaquant. Je pense qu'il peut jouer à droite, en milieu droit offensif pour la place de Cornet si Cornet est blessé malheureusement. Je pense qu'il pourra toujours trouver une place dans le 11 s'il reste sur la dynamique qu'on l'a vu pendant les matchs de prépa. Pour moi c'est une bonne recrue, c'est une recrue très très intéressante. Il est clair de toute façon que c'est une recrue pour une équipe qui a une prétention à monter en Ligue 2. Tu as besoin de joueurs qui ont ce niveau pour valoriser ton effectif. C'est certain que c'est une vraie plus-value et on le voit, on l'a vu sur ses sorties. C'est vraiment très bien. Au niveau des dernières rumeurs concernant l'effectif, on a vraiment de tout, messieurs, dames, de l'arrivée, du départ, du drama. Euh, Parlons déjà des choses que nous connaissons. Nous avons au niveau de la colonne rumeurs des arrivées, nous avons toujours Karim El Berkaoui d'Agadir. Il est en feu, il n'arrête pas de marquer. Il est peut-être en train de sauver à lui tout seul Agadir dans le Botola Pro. Malheureusement, on est encore loin du maintien mathématique. On sait très bien que ça sera compliqué tant que c'est pas fait. Et le temps passe, et nous ne savons toujours pas si un accord a été réglé entre les deux clubs, si un accord a été fait avec le joueur, et surtout à quel moment il sera effectif. Romain, toi, tu avais clairement dit que c'était ton premier choix, mais que si c'était compliqué, il fallait abandonner. Stop ou encore? C'est vrai que je m'étais positionné comme ça. Alors après, comme c'est le premier choix du hack, moi j'aimerais voir débarquer le joueur, puisque qui dit premier choix dit vraiment choix fort. Et en plus, il confirme puisqu'il continue sur sa lancée. Donc en gros, moi ce que je dis, Albert Kawi, c'est compliqué, mais j'ai l'impression que le hack se dit mieux vaut tard que jamais. Et finalement, ils vont bricoler à l'avant avec Abdelli, Ali Witt et Thierry pendant encore un mois et demi, et j'ai vraiment l'impression qu'ils vont faire ce joueur et qu'ils veulent faire ce joueur. Florian, est-ce qu'on continue? Alors moi, je suis un peu plus mesuré. Je suis d'accord, choix numéro 1, faut tenter. Le tout pour le tout. On l'a vu avec Tino par le passé, ça nous a porté chance. Malheureusement, la fin de saison du championnat, ça sera en fin octobre. Le mercato, lui, s'arrête début octobre. Et ça va peut-être faire juste s'ils se battent pour le maintien. Est-ce que le club voudra le laisser partir? Il va falloir pousser, quitte à mettre peut-être un petit peu plus d'argent que prévu. Mais si c'est le choix numéro 1, il faut le tenter. C'est qu'ils ont vu un potentiel, quelque chose
qu'il peut apporter au club. Du coup, il faut le tenter au maximum. Au niveau des arrivées, on a appris aussi cette semaine que l'attaquant de l'USM Belbabès, Abdenour Imed Belozzini, avait un accord de principe avec le HAC. Pierre Ventier a même envoyé une lettre en tête du club au consul d'Oran pour que nous puissions avoir ce joueur. Le consul d'Oran n'a pas délivré le visa, donc c'est une piste qui est abandonnée, mais qui était vraiment dans les tuyaux. Le joueur a désormais 2 portes de sortie à Al-Sadd au Qatar et à l'USMA à Alger. Ça paraît compliqué là aussi, c'est une piste qui avait l'air intéressante mais qui est abandonnée. Au niveau aussi des pistes, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Koubila et Kanatziskus, l'ailier de Bursaspor, proposé il y a un mois, toujours rien. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Je pense que peut-être que l'arrivée de Nabil Alioui va clore cette piste, étant donné que on a vu qu'il pouvait jouer également au poste d'ailier droit. Donc ça te ferait maintenant tes quatre joueurs de couloir offensif seraient pourvus avec Meras et Bonnet à gauche, Cornet et Alioui à droite. Je pense que cette piste est à mettre maintenant sous les teignoirs. Je ne sais pas si vous avez un avis sur les 2 derniers joueurs dont je viens de vous parler, messieurs. Déjà, je suis content que le joueur de Bursaspor ne vienne pas, parce que imprononçable le nom. Blague à part, oui, je pense que c'est déjà pris sur les côtés. Lui, en plus, le joueur était très jeune. Bursaspor, bon, on connaît, on est le Bursaspor FC au Havre. Donc non, sur ça, je suis pas d'avis. Mais après, Belozzini, est-ce que c'est un manque, pas de professionnalisme, mais un manque prise de trop de temps pour le hack? Est-ce que le Covid est dedans? On saura vraiment jamais ce qui s'est passé. Après avoir, c'est aussi un ailier, ce que j'ai vu. Je pense qu'on a tout ce qu'il faut en temps d'ailier. Bon, après, on dit ça, mais si jamais il y a une blessure, on dira il fallait recruter. Mais pour moi, non, il faut se concentrer sur l'attaquant de pointe et peut-être un secteur de jeu qui, pour l'instant, n'est pas dans les tuyaux. C'est peut-être le secteur de la défense centrale. Donc, avoir la suite du mercato, et on a encore du temps, c'est jusqu'en octobre. On va laisser le hack faire ses emplettes tranquillement et on analysera ça par la suite. Romain, quel est ton avis, toi, sur ces 2 pistes qui apparemment tombent à l'eau? Ouais, je pense que ça fait plus partie des priorités. Enfin, Belluccini, je savais pas si c'était un ailier, je connais pas ce joueur. Si Florian dit que c'est un ailier et l'autre joueur turc c'est un ailier, avec l'arrivée d'Alioui, je pense que ça a redistribué les cartes. Et la priorité est pour moi en défense centrale et en pointe. Donc je suis pas plus inquiet que ça par l'abandon de ces 2 pistes-là. On parle de la pointe. Et ben, dans les dernières rumeurs, il y a une rumeur qui fait rêver beaucoup de supporters. J'en fais partie parce que l'histoire serait très belle. Guillaume O'Haraud. Je suis un grand partisan du retour de Guillaume O'Haraud. Ce serait un très beau signe. Vincent Volpe lui-même avait dit qu'il voulait à une époque recruter des joueurs qui, une fois qu'on serait monté en Ligue 1, pourraient s'installer en Ligue 1. Et il a fait un peu de rétropédalage pour déjà commencer à avoir des joueurs qui apporteraient une valeur ajoutée à l'équipe de Ligue 2 pour la faire monter. Et je trouve que ce serait magnifique de pouvoir recruter Guillaume O'Haraud. C'est peut-être un peu trop laudatif, un peu trop de termes merveilleux, mais Guillaume, pour moi, il y a quelque chose. Son départ à Lyon en prêt, là où il s'est révélé à l'époque, il était peut-être pas tellement confiance par rapport à l'équipe. L'année suivante, il nous claque un nombre de buts incroyable. Ensuite, on connaît le départ au Paris Saint-Germain, les premiers des sélections en équipe de France. Et actuellement, il s'est éclaté à Berne, où l'année dernière, c'était un peu compliqué, mais Guillaume O'Haraud en Ligue 2 à la pointe du hack pour essayer de faire remonter son club, moi je trouve que ça aurait de la gueule. Florian, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, pour l'aspect symbolique, je trouve ça magnifique. Donc, juste moi, en tant que fan, je serais très content qu'il revienne au club pour essayer de faire monter le hack. Après, on va essayer d'être aussi un petit peu pragmatique. Du coup, point positif, son profil, on n'en a pas. Un grand qui peut, sur un corner, sur un ballon dévié en hauteur, claquer une tête ou une remise. Ça, on n'a pas. On a des joueurs, je ne dis pas qu'ils sont petits, mais des profils un peu plus vifs et
Et athlétique, lui, c'est surtout un grand qui peut mettre des têtes, qui peut faire des remises. Donc ça pourrait être super pour le hack. De l'expérience devant, on n'en a pas vraiment. On a plus des jeunes, alors qu'on a de l'expérience derrière avec Gibaud et au milieu de terrain avec Bonnet et Fontaine. Donc ça aussi, ça apporte un plus. Il pourra apporter des conseils, mais aussi le maintien de score, de gérer le temps, gérer l'adversaire. Donc ça, c'est ce qu'on n'a pas non plus devant. On a encore, comme je l'ai dit, des jeunes. Donc sur ces points-là, c'est parfait. Après, il faut faire attention, l'âge, la forme physique. Il a eu pas mal de blessures par le passé. Donc c'est un pari. Après avoir évidemment le salaire. C'est comme tout, hein. Si c'est pas très cher, faut le tenter. S'il demande beaucoup, il va falloir éviter. Mais je pense que ça peut se faire. Avoir l'offre sur la table, avoir ce que Oaro est prêt à faire. Et j'espère que ça se fera. Romain, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'espère franchement que ça va se faire parce que j'ai un très bon souvenir de ce joueur. Le respect avant tout, le respect des couleurs ciel et marine. Ouais, donc après il faut voir sur l'aspect sportif ce qu'il peut apporter. Le profil est intéressant. Par contre, il est sur une saison compliquée. Est-ce que ça va suffire pour la Ligue 2? Mais rien que pour le joueur et l'homme, j'aimerais vraiment le voir revenir en ciel et marine. Et pour le club. Ça serait pas mal. Franchement, ça serait pas mal. Au niveau de la rubrique départ, pas pour le moment. On a actuellement 2 joueurs qui sont actuellement plus ou moins avec des velléités de départ. À un niveau vraiment faible, il y a Umut Meras. Paul Le Guen a dit qu'il n'était pas bien dans sa tête actuellement. Disons qu'il était plutôt pas concentré intégralement sur le hack. Donc, est-ce qu'il y a des offres qui sont apparues ces derniers temps? Rien à filtrer. On peut supposer qu'un joueur comme ça n'a rien à faire en Ligue 2, même si certains de nos amis supporters d'autres clubs qui ont rejoint récemment notre division pensent qu'on peut le sortir pour 1 million d'euros. Bon, il faut juste mettre la base à jour. Pour Umut, on en attend bien évidemment beaucoup plus, mais c'est surtout si un vrai bon club de Ligue 1 s'est présenté ou même de n'importe quelle division européenne intéressante ou un des 3 gros clubs turcs, on peut comprendre qu'Umut Meras se dise est-ce que c'est dans mon intérêt de rester encore en Ligue 2 une saison de plus alors qu'on a bien vu que j'avais rien à y faire. Ce serait vraiment, moi je trouve que ce serait vraiment très dommage de devoir se séparer d'Umut Meras maintenant, étant donné que son repositionnement en milieu gauche est quand même très intéressant. Il permet ensuite à Alexandre Bonnet de plus avoir à être titulaire. Et je pense qu'Alex n'a plus les cannes pour tenir 90 minutes toute une saison, mais il peut juste sortir en super sub ou faire des remplacements ponctuels. Ça peut être beaucoup plus intéressant. Par contre, est-ce qu'il est vraiment en condition de repartir ou est-ce que c'est juste le temps que le mercato s'arrête? J'espère qu'on va clairement lui faire comprendre que cette saison, c'est encore ici et qu'après, on verra bien qu'on soit en Ligue 1 ou ailleurs. Ce serait vraiment dommageable de devoir s'en séparer. Par contre, il y a un autre joueur où là, on sait qu'on n'est plus au stade de la rumeur, on n'est plus au stade des premières négociations. Il y a quelque chose de solide qui se joue en ce moment. C'est un joueur qu'on aime beaucoup. C'est Victor Lecal. Romain, Victor Lecal est actuellement sur le départ pour l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que ça te fait dire? Si Victor devait partir, moi personnellement, je serais déçu parce que je pense institution avant tout. C'est un joueur qu'on a fait re-signer alors qu'il s'était de nouveau blessé, plutôt gravement. On avait toute confiance en lui. Je connais la position de certains qui pensent aux joueurs avant tout, et je peux l'entendre, je peux le comprendre. Mais moi, Victor, pourquoi je suis déçu avant tout? Parce que Victor, je le voyais comme étant le capitaine de l'équipe cette année. Je lui donnais le brassard sans aucune hésitation, et surtout, on reste sur une saison l'année dernière qui est quand même plutôt bonne. Et vraiment, j'aime son jeu, j'aime sa recherche d'aller de l'avant.
Il récupère énormément de ballons au milieu de terrain. Je pense que ça va quand même faire un gros trou au milieu de terrain. Et si je pense au club avant, si je pense à l'équipe avant et à cette montée en Ligue 1 qu'on veut aller chercher, c'est d'abord de la déception qui me parvient quand on parle de Victor Lecal qui veut partir en Arabie Saoudite. Surtout qu'on sait pourquoi il veut partir. L'Arabie Saoudite, c'est certainement pas pour le niveau du championnat. Voilà, je pense qu'il y avait un meilleur challenge au Havre et c'est son club et on est ses supporters et on aurait tous aimé le voir rester au HAC et porter ce brassard et monter en Ligue 1 avec son équipe. Florian, quel est ton avis? Exactement pareil. Quand on me dit HAC, là, pour le premier joueur qui me sort en tête, c'est Lecal, avant même Fontaine et Bonnet, parce que je trouve que c'est celui qui représentait le mieux les valeurs du club. On l'a vu l'année dernière faire un déplacement à Caen avec nous. Franchement, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment surpris, parce que je m'attendais à tout le monde, enfin je m'attendais limite à un Bonnet et un Fontaine qui veuillent partir, et pas Lecal. Après, les choix du joueur peuvent se comprendre, avec les blessures en répétition qu'il a eues. Est-ce qu'il souhaite avoir un bon gros contrat pour histoire de se mettre à l'abri, parce que peut-être que sa carrière sera moins longue que prévu? Moi, je vois que ça, parce que le choix sportif, les pays du Golfe, jamais eu de bon retour. Au bout d'un an, le joueur revient en Europe ou va dans un autre pays parce que le championnat est pas terrible, les directions on paye pas forcément les salaires. Enfin, après, c'est son choix, lui, il faut respecter. Il a apporté beaucoup au club. On serait très déçus qu'il parte. Malheureusement, dans le football, c'est plus trop les clubs qui décident, c'est plus les joueurs qui décident. Et quand un joueur ne veut plus être là, le club a juste à subir, malheureusement. Sur les 417 votes du sondage d'Actu, 13% seulement se déclarent contents pour lui. Eh bien, personnellement, je fais partie de ces 13%. Je considère que Victor Lecal n'a pas approuvé quoi que ce soit en termes d'amour pour le club. Il en a donné bien plus que de nombreux qui sont passés avant lui. Et je me mets bêtement à sa place. On me parle, c'est mauvais pour sa carrière, pour les Fennecs. Je tiens juste à rappeler que Victor Lecal a une sélection pour les Fennecs et que c'est pendant cette dite sélection qu'il s'est pété la dernière fois le genou. Donc, une carrière qui se résume à une sélection et qui fait de vous quelqu'un qui doit penser à la sélection, à 26 ans, ça va être compliqué, d'autant plus que l'Algérie a quand même une génération actuellement qui gagne et qui est très forte. Donc, il y a une prime au présent. Donc, les présents sont là. Pour les déloger, il va vraiment falloir être très fort. Il a eu 2 blessures au genou. C'est-à-dire que potentiellement, une troisième pourrait le mettre définitivement hors jeu pour le reste de sa carrière. Il veut faire un gros contrat en Arabie Saoudite. Et moi, comment je peux lui reprocher quoi que ce soit à ce niveau-là? Il peut se mettre à l'abri avec un dernier contrat comme ça. Ça durera 1 an, ça durera 2 ans, puis ensuite, s'il a la possibilité de revenir en Europe pour finir sa carrière, mais en s'étant mis à l'abri précédemment, pourquoi pas? Alors ensuite, c'est sûr que pour le symbole, on aurait bien aimé que Victor, qui fait partie des meilleurs joueurs de l'effectif, reste. Il y a un moment, le joueur, je pense qu'entre jouer, si il va dans un gros club d'Arabie Saoudite comme Al Ahly et qu'il a la possibilité de jouer la Ligue des Champions d'Asie, est-ce que au niveau challenge, ça vaut pas mieux plutôt que de jouer en Ligue 2, un peu comme a fait André-Pierre Gignac quand il est parti au Mexique et qui joue des compétitions intéressantes. Je peux pas en vouloir à Victor à ce niveau-là. Pour moi, je le remercierai jamais assez des bonnes années qu'il nous a fait, de l'amour qu'il nous a fait, et on lui souhaite bonne chance. Et si on doit ensuite recruter un joueur en plus, eh bien on recrutera un joueur en plus. Mais ce qui est certain, c'est que de toute façon, à l'heure actuelle, Paul Le Guen fait sans lui. Paul Le Guen, il fait sans lui. Il ne joue plus que en étant que remplaçant. Paul Le Guen, pour le moment, il est mis un stand-by sur Victor parce qu'il sait très bien qu'il est susceptible de partir à tout moment et que son équipe, elle ne peut pas attendre la décision finale. Donc pour moi, si Victor s'en va, c'est sûr que ce serait une perte sportive. Mais si le club s'y retrouve et peut recruter un joueur équivalent en termes de niveau de jeu, eh bien pourquoi pas? Pourquoi pas?
messieurs, qu'est-ce que vous pensez de l'effectif global en tant que tel? Est-ce qu'il est assez fort? Est-ce qu'il a des faiblesses? Est-ce qu'il y a des carences qui pour vous sont rédhibitoires pour monter en Ligue 2? Ou est-ce qu'en serrant les dents, on a peut-être moyen de pallier une ou deux faiblesses potentielles? Florian, quel est ton avis sur l'effectif global du HAC à l'heure actuelle? Pour moi, il est complet dans certains compartiments du jeu et sur d'autres, il manque cruellement de renforts. Alors, pour ce qui est complet, pour moi, je pense que tout ce qui est en rapport avec le milieu de terrain, que ce soit dans l'axe ou sur les côtés, c'est OK. Je pense qu'on a ce qu'il faut, à part si les Cal part, qu'on aura besoin d'un remplaçant. Devant, c'est là où pour moi il manque au moins un attaquant, voir les recrues possibles ou voir les jeunes à la suite, si on a un qui arrive à percer, à sortir son épingle du jeu en attendant la possible recrue, pourquoi pas. Et derrière, donc ça dépend le format de jeu, si c'est à 3 derrière, si c'est à 4. Si c'est à 4, on peut compter sur un Meras ou Ben Mohamed en latéral. On aura forcément Ersoy. Le quid de Mayembo, est-ce qu'il jouera, est-ce qu'il jouera pas? Parce que mettre Basque en défense, moi personnellement, je suis pas pour. Gibo qui apparemment peut jouer à droite dans l'axe. Donc pour moi, il manquerait forcément au moins un joueur, peut-être deux. Et ce qui m'inquiète, c'est que pour l'instant, on n'a pas vu de rumeurs sur une possible recrue en défense. Donc, est-ce que ça le fait pour la Ligue 2? Le problème de la Ligue 2, c'est que c'est impronosticable. Là, on voit ma Ligue 2 qui a sorti ses favoris. On fait partie des équipes juste en dessous des deux potentiels favoris à la montée. Moi, je vois bien le HAC faire comme tous les ans, être dans le top 6-7 après avoir. Je pense que c'est possible. C'est peut-être un peu tôt pour pronostiquer est-ce qu'on peut le faire. Il faut attendre de voir toutes les cartes en main pour pouvoir se pronostiquer. C'est possible. Il va falloir serrer les dents, par contre, jusqu'à la fin du mercato, parce que si on n'a pas toutes les pièces, ça va être compliqué. Et à voir aussi en hiver, parce qu'on sait très bien que c'est là que ça se joue, parce que nos joueurs se font repérer dans le début de saison. On pense à Tino. Bon, là, avec Tino, nous l'ont laissé en fin de saison. Et si un Meras qui a déjà la tête ailleurs a une offre en hiver d'un club d'une division supérieure ou d'un club qui l'intéresse, est-ce que là, on va pouvoir le garder toute la saison? C'est la question. Donc, ça me paraît compliqué pour jouer première et deuxième place. Mais le problème avec la Ligue 2, c'est quand tu te dis, ouais, cette équipe-là n'est pas capable de faire le coche et au final, elle est dans les 3 premières à se battre. Donc, à voir. J'attends le mercato pour me pronostiquer, surtout sachant qu'on sait qu'il y a encore des pistes pour l'attaquant en cours et à surveiller. Romain, quel est ton avis? Alors moi je pense qu'on est un peu court en nombre. Intégrer des jeunes c'est bien, mais là on parle quand même de 5 jeunes qui potentiellement auraient un peu leur chance cette saison. Il manque un défenseur central et comme l'a dit Florian, on n'a absolument aucune rumeur de transfert concernant un défenseur central. Je ne comprends absolument pas pourquoi Basque doit dépanner depuis un an maintenant dans cette défense centrale. Mayembo, il est là, ok. Bon, alors peut-être qu'il n'a pas le niveau, hein, certainement pour ça qu'il n'est pas sur le terrain. Mais ça fait quand même plusieurs mois que Basque dépanne et qu'on n'a pas une seule piste en défense centrale au niveau mercato. On va quand même passer d'une paire au milieu de terrain qui s'appelait Gay, Lecal à Fontaine Mbemba. Moi, je demande à voir ce que ça va donner parce qu'on n'a pas réussi à monter en Ligue 1 avec les 2 premiers que j'ai nommés. Est-ce qu'on va réussir avec ces deux-là? Je demande à voir. Après, bon, la pointe, il manque un remplaçant à Thiaré ou peut-être même un titulaire. On ne sait pas en fonction de ce qu'ils vont réussir à avoir, mais ça, il faut absolument qu'on ait un attaquant de pointe qui arrive. Parce qu'on va rentrer aussi après en période hivernale et blessures et fatigue, etc. Et donc on est vraiment trop court en nombre. Ah, mais au niveau du fait qu'il manque du monde, on le savait. Paul Le Guen l'a dit à demi-mot. Ça, par contre, on aurait pu lui dire. Même déjà l'année dernière, on voyait bien que dès qu'il y avait 1 ou 2 absents, ça grinçait des dents. Le problème, il n'a pas changé. Il n'a pas changé cet été avec 8 départs actés. Mais effectivement, en défense, on l'a vu, le match contre Nantes, t'as pas Gibo et t'as pas Ben Mohamed, ça a été très compliqué. Juste pour rappel, on en a aussi pris 5 contre Avranches 3 jours plus tôt. Donc à 10 jours du début du championnat,
on peut au moins, à minimum, se dire, bon, va peut-être falloir quand même trouver un mec en plus, histoire de consolider, sachant que Mayembo commence gentiment à voir que le banc de touche est bien confortable au Stade Océane et qu'il va effectivement peut-être falloir trouver d'autres solutions. Est-ce que ça ira jusqu'à titulariser Isaac Touré, qui est annoncé très fort, mais qui n'a que 17 ans? C'est une possibilité, mais ce serait un très très gros pari de le lancer directement avec l'équipe professionnelle. C'est dans la possibilité, mais un bon défenseur central de métier, même assez vieux, qui viendrait amener un petit peu de vie et un petit peu d'expérience dans tout ce maelstrom de défense, ce serait effectivement pas mal. Le chantier de la charnière au milieu, évidemment, pose question, à savoir comment l'alchimie va prendre entre Fontaine et Mbemba et quel niveau on va pouvoir obtenir là-dessus. Et une fois que les attaquants par rencontre seront arrivés, on en revient à la question qu'on posait au départ, donc qui sort, qui s'en sort, c'est de savoir quelle combinaison tactique tu auras si tu veux que Abdelli soit titulaire et que tu fais d'Abdelli un titulaire. Là maintenant, ça va être à Imad, au niveau du chantier de l'attaque, de donner des mal de crâne importants à Paul Le Guen pour qu'il ne puisse plus se passer de lui. Et ensuite, à voir comment se déroulera ça. On espère sincèrement que l'effectif sera suffisamment costaud pour qu'on n'ait pas à se dire « Ah, c'est dommage, mais il manque ça, donc on n'a plus grand-chose et il faut s'adapter ». Non, on n'a pas à s'adapter quand on s'appelle le HAC et qu'on a la prétention de monter. Après, il y a à surveiller parce que l'année dernière, on s'attendait pas à un Badé qui sort de nulle part et qui, en 2-3 titularisations, est devenu limite indiscutable dans l'équipe. Je dis pas que ça va se reproduire, mais ça arrive souvent au HAC qu'un jeune sorte de nulle part parce qu'un titulaire n'a pas donné satisfaction et lui prenne sa place. Donc c'est pour ça, moi, je dis pas que ça va encore arriver, mais c'est possible. Au moins, il a signé un contrat professionnel de 3 ans, il nous filera pas entre les doigts à la fin de la saison sans qu'on ait notre mot à dire. C'est toujours ça de prix. Nous avons donné notre avis. Maintenant, c'est votre avis, messieurs et mesdames les auditeurs. C'est la rubrique Activez-vous. Activez-vous, qu'est-ce que c'est? C'est la rubrique des activistes concernant les sondages, la rubrique d'interactivité que nous souhaitons absolument développer grâce à vous et pour vous. Nous avons posé une question simple. Quel sera pour vous votre 11 de départ pour 3? Nous avons bien insisté, c'est le 11 de départ pour 3. Ce n'est pas le 11 idéal de la saison. Nous avons bien tenu compte des blessures actuelles comme pour Pierre Gibaud et Quentin Cornette. Romain, tu as le 11 de départ des activistes sous les yeux. Peux-tu nous faire le détail? Alors, dans les buts, c'est une grande surprise, Gorgelin. Oh, comme c'est étonnant. Ensuite, donc en défense centrale, les gens ont voté pour, les noms qui sont ressortis, c'est Ersoy et Basque. On devrait récupérer Ben Mohamed pour ce soir. Donc Ben Mohamed est bien installé sur le flanc gauche de la défense. On a Koulibaly, Woyo Koulibaly à droite. Une paire de milieux défensifs, Fontaine et Mbemba. Alioui sur la droite du milieu offensif, Merache à gauche, Thiaré en pointe et comme on l'a dit tout à l'heure, avec un Abdelli en numéro 10 en support de l'attaquant de pointe. Voilà le 11 des followers qui est pour moi un 11 logique avec la forme actuelle de l'effectif et puis de ce qui a été testé sur les derniers matchs de prépa. Je sais pas ce que vous en pensez. Bah pour moi, c'est ce qui sera aligné. Je ne vois pas Paul Le Guen tout changer à la dernière minute pour le premier match de championnat. Même si moi, je ne vois pas Basque derrière, je pense que ça sera Basque derrière. Et je pense que la dernière composition qui a lieu face à Nantes sera pour moi, à mon avis, à part petit pépin physique, sera la compo du premier match contre 3. Ce serait étonnant que ce soit autre chose, sauf à ce que Ben Mohamed soit déclaré inapte pour le service ce soir. Ce serait très étonnant d'avoir autre chose. On n'envisage pas maintenant une demi-seconde que Mayembo prenne la place de Romain Basque en défense
On a bien compris que c'était pas le cas. Donc, sauf à ce que Ben Mohamed soit au final trop juste pour démarrer, et ce sera Oumout Miras qui redescendra avec, on peut supposer, Alexandre Bonnet qui prendra la place au milieu gauche. Le 11 de départ des internautes sera le 11 de départ de Paul Le Guen. Et par rapport à ça, il faut quand même noter l'absence d'Alexandre Bonnet dans le 11 de départ. C'est quand même une page qui se tourne au Havre. Il a eu des moments de moins bien sur des saisons, sur les 2 dernières saisons où à un moment donné il était plus titulaire, mais il a quand même très régulièrement repris sa place au cours des saisons. Là, pour l'instant, dans ce 11-là, il n'y a pas d'Alex Bonnet. Oui, nous, ce qu'on souhaite de toute façon à Alexandre, c'est au final, c'est pas qu'il fasse la saison de trop dans un rôle qui lui convient pas. Moi, je préfère avoir un Alex Bonnet qui ait 30 minutes où il puisse donner un niveau suffisant pour nous aider à monter en Ligue 2 que de le laisser titulaire parce que c'est un des 2 monuments du club actuellement et au final qui traîne sa peine parce qu'il n'y a plus de carburant au bout de 60 minutes. Il y a des légendes qui se sont éteintes progressivement, mais qui ont continué à remplir leur rôle à la mesure dont ils ont fait. Pour moi, j'ai toujours l'exemple de Jorge Hagi au Galatasaray. À la fin de sa carrière, il était titulaire une mi-temps. Mais tu savais qu'à la mi-temps, il sortirait parce qu'il pourrait pas donner plus. Et vaut mieux comme ça, pour moi, que Alexandre Bonnet puisse rentrer quand on a besoin de tactique, de ses services et de savoir garder le ballon tranquillement et d'amener un peu d'expérience plutôt que d'être triste et de devoir considérer qu'il a fait une mauvaise prestation parce qu'on l'a gardé trop longtemps sur le terrain. Mais c'est vrai que c'est important. C'est important parce que autant pour Jean-Pascal Fontaine, on ne voit pas justement qui peut lui prendre la place actuellement. Autant Alex Bonnet, on voit difficilement comment à la régulière il va pouvoir la reprendre. Si Ben Mohamed Meras, c'est le milieu gauche, c'est le côté gauche qu'on espère cette saison. Romain, tu as au courant de la semaine dernière rencontré Kevin, un supporter troyen, pour qu'il nous donne son avis sur l'effectif de Troyes, comment s'est passée la préparation et ses pronostics pour le match de ce soir. On l'écoute maintenant. Aujourd'hui, nous retrouvons Kevin. Kevin est supporter troyen et il a accepté de répondre aux questions des activistes afin de nous éclairer sur notre prochain adversaire. Pour commencer, peux-tu te présenter? Donc, quel âge as-tu? Depuis combien de temps suis-tu ton club? Bonjour à tous, donc je m'appelle Kevin, j'ai 28 ans. Je suis supporter de Troyes depuis toujours, on va dire. Donc c'est le club de ma ville. Et mon père, il a commencé à m'emmener au stade quand j'avais 5-6 ans, enfin voilà, au début des années 2000. J'ai eu la chance de connaître tout de suite la D1, parce qu'à l'époque c'était la division 1 encore, et la Coupe Intertoto, la Coupe du UEFA, tout ça. Donc voilà, dans mes premières années, je pouvais pas rêver mieux. Du coup, ça m'a fait vraiment accrocher à ce club. Et puis voilà, depuis, j'ai jamais lâché le club, même s'il y a eu des moments plus difficiles. Mais voilà, je suis toujours actuellement un fervent supporter. Et est-ce que tu peux nous parler du mercato troyen, les arrivées et les départs? Pour l'instant, c'est par rapport aux autres années, on va dire que c'est assez calme. Donc l'effectif, globalement, il reste stable par rapport à l'année passée. On a juste eu pour l'instant un départ majeur, celui de Warren Fibembe, qui a fait beaucoup grincer des dents parmi les supporters. C'est un jeune qui commençait à éclore depuis vraiment récemment, depuis début janvier, on va dire. Il a pris la place du titulaire, il a marqué des buts importants, notamment contre Auxerre. Et malheureusement, le club lui a proposé une prolongation trop tardivement, ce qui a fait que le club est obligé de le vendre à Metz il y a très récemment. Donc ça, c'est une grosse perte. Sinon, au niveau des autres départs, il y aura sûrement Boubacar Kouyaté qui va nous quitter. Après, ça reste à savoir quand. Il y a beaucoup de clubs qui sont sur lui, donc logiquement, il devrait nous quitter. Mais au niveau des arrivées, on a eu 3 arrivées. On a eu Dylan Saint-Louis, un ailier qui a pas mal bourlingué en Ligue 2 et qui était parti en D2 belge la saison passée. On a eu aussi un jeune anglais, Lévi Dumeko, qui vient de D2 portugaise. Donc là, il était formé à Crystal Palace, où il n'a pas eu tant de jeux. Du coup, il était relancé au Portugal. Donc après, ça reste un pari. On verra bien ce que ça donne, mais c'est un jeune à potentiel. Et sinon, on a recruté un défenseur central
Mutombo qui vient d'Orléans. Moi, c'est plus pour faire le nombre et puis anticiper le départ de Kouyaté. Et sinon, peux-tu nous parler de la préparation de ton équipe, les matchs amicaux? Peux-tu nous en dire plus sur ton équipe? Comment sens-tu cet effectif là avant la première journée de championnat? Est-ce que ça s'est bien passé la préparation? Pour une fois, enfin après, là on a eu quand même des adversaires de qualité. On a eu Reims, Amiens et Clermont notamment, donc qui sont quand même des belles équipes. Dont Amiens la semaine dernière où là justement c'était un peu une répétition générale où on a eu l'effectif au complet, enfin l'effectif du moment au complet. Alors que sur les matchs précédents, souvent c'était une équipe une mi-temps, une autre en seconde mi-temps. Donc c'était plus difficile, on va dire, de jauger un peu la forme des troupes. Même si bon, là, on a vu qu'à Amiens ils ont gagné donc avec l'équipe type et ils ont fait apparemment un bon match. Donc c'est plutôt encourageant, même si bon, en plus là avec les circonstances particulières. C'est un peu difficile de savoir où ils en sont, mais comme l'effectif a peu bougé et puis que les résultats sont satisfaisants, il y a pas normalement on devrait pas prendre trop de retard sur les autres équipes, je pense. D'accord. Et vous n'avez pas été trop perturbé par le Covid par rapport à vos adversaires ou vous-même, non? Il n'y a pas de souci de ce côté-là? Non, nous on a eu de la chance parce qu'on n'a pas eu tout notre programme s'est bien déroulé. On devait juste affronter Saint-Etienne, mais avec la Coupe de France, du coup on a dû changer d'adversaire. Parce que voilà, ils ont joué la finale contre Paris, mais sinon on n'a pas été embêté. On a juste eu un cas, on a eu Souf qui a été positif pendant le championnat. C'était le premier joueur d'ailleurs. Et depuis, on n'a pas eu de cas ni de notre côté ni du côté des adversaires. Donc de ce côté-là, la préparation, c'est vrai que par rapport à d'autres équipes qui a pu être pénalisées, nous tout s'est bien déroulé. Bon du côté du HAC c'est la même chose, donc ça sera forcément un beau match alors. Et concernant justement ce match, comment tu sens ce match? Que penses-tu de notre équipe du HAC? Et puis, est-ce que tu te lancerais dans un pronostic pour un match d'ouverture? Après, du côté du HAC, après j'ai vu un peu la préparation de loin. Bon, il y a eu le match contre Paris, évidemment mais bon, même si c'est pas une vraie référence, on va dire. Après, vous avez perdu quand même le meilleur buteur, donc c'est jamais facile à remplacer. Enfin, d'ailleurs, je crois qu'il a toujours pas été remplacé. Il est toujours pas remplacé, d'ailleurs. Ouais, voilà. Donc, c'est peut-être le bon moment de rentrer votre équipe. Mais après, voilà, au début de championnat, c'est toujours très difficile de faire des pronostics, encore plus en Ligue 2. Mais bon, ce qui est positif de notre côté, c'est qu'on a l'équipe type. On a juste toujours pas trouvé notre latéral à gauche. Mais bon, à part ça, c'est la même équipe que la saison passée qui se connaît bien. Je pense que on peut même pas plus, on est à la maison. Et même si on n'a pas l'habitude de bien démarrer le championnat, comme je l'ai dit précédemment, là, je le sens bien. Après, il y a le côté supporter, évidemment. Mais je vois une petite troyenne, un petit 2-1, quelque chose comme ça, même si je suis très mauvais en pronostic, donc il faut pas. On verra bien ce que ça donnera. Kevin, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Les activistes souhaitent une très bonne saison à toi et à tous ses supporters. Et nous te souhaitons un bon match pour lundi. C'était donc Kevin, supporter troyen, qui était en interview avec Romain. On le remercie énormément de nous avoir accordé ces quelques minutes. Nous essaierons de faire ceci à tous les matchs autant que possible. Pour la présentation de ce match qui aura lieu maintenant dans un peu plus de 2 heures, Romain, tu as pu compiler quelques statistiques sur ce match. Qu'est-ce qui ressort des dernières rencontres qui ont lieu et quels sont les points qui pourraient être intéressants à avoir apportés? Alors messieurs, je ne vais pas vous l'apprendre et malheureusement, le HAC va démarrer une 12e saison consécutive en Ligue 2. Aujourd'hui, dans notre championnat, seul Clermont connaît une plus longue série parmi les équipes du championnat. Ils en sont à 14 exercices. De son côté, Troyes va participer à sa 3e saison de rang en Ligue 2. Mais par contre, ils ne sont jamais restés plus de 4 exercices consécutifs dans l'antichambre de la Ligue 1 depuis 86. Une stat très intéressante, le HAC est invaincu en match d'ouverture de Ligue 2 depuis la saison 2014-2015. Mais par contre, on n'a plus gagné non plus notre match d'ouverture depuis 3 ans. Et puis quelques stats de confrontation en Ligue 2 à 3, quand le HAC se déplace à 3. Donc on totalise un total de 10 matchs depuis 20 ans, là-bas à 3. Et nous avons été gagnés que 2 fois. Nous avons fait 2 nuls. Et par contre, nous sommes rentrés avec 6 défaites. Pour un total de 9 buts pour et 16 buts encaissés. Oui, bon, si le résultat est le même que l'année dernière, moi ça me va bien. C'était sympathique l'année dernière.
le 2-1 de Alexandre Bonnet dans la foulée de l'égalisation troyenne, ça pourrait être, moi ça m'irait bien. On sait que ça va être compliqué. On sait que ça va être compliqué. Troyes, c'est une bonne équipe et qui a des ambitions de par l'effectif qu'ils ont, mais aussi avec leur nouveau propriétaire qui pourrait arriver, qui est le City Football Group, donc le groupe de football propriétaire entre autres de Manchester City, qui cherchait un club filial en France, et après Nancy, ça pourrait bien être Troyes. On n'en voit bien évidemment pas les effets maintenant vu que c'est pas fait, mais Troyes, c'est une bonne équipe. Ça a toujours été une bonne équipe. Ouais, ça finira dans les 6 premiers sans problème. Il faut noter que Troyes a son effectif complet. Ils ont fait une bonne prépa, je crois. Florian, je crois que tu avais noté quelque chose sur les prépas, mais ils ont leur effectif au complet pour ce soir. Pour la prépa de Troyes, ils ont certes fait un peu plus de victoires que nous. Après, ils ont affronté une seule équipe de L1, c'est Reims, où ils ont perdu 3-1. Ils ont affronté des équipes comme Le Puy. C'est des équipes, à mon avis, soit nationales, soit en dessous. Je n'ai pas vraiment noté leur division, mais rien de... pas de gros résultats. Pas de résultats face aux gros. Alors, contrairement à nous, certes, nous, on a eu des matchs contre Avenches, c'était catastrophe, mais on a joué contre Caen, on a gagné, on a Lens, on a gagné, on a fait un magnifique match contre Angers, qui est une équipe de L1. Donc, niveau prépa, je pense que ça se vaut. Après, qu'est-ce qui est le mieux? Jouer contre des équipes plus fortes, quitte à perdre et quitte à des fois à voir carrément nos faiblesses mis à nu. Jouer contre des équipes plus faibles pour prendre de la confiance. Chacun verra sa façon de voir. Après, ça va être une reprise, donc il va falloir être méfiant. On a bien vu sur les résultats du week-end que les favoris des matchs n'ont pas souvent gagné, voire même ont perdu. Je ne citerai pas l'équipe qui vient de descendre du sud de la France, qui a perdu contre une équipe nordiste. Tu parles du club de Ligue 1 qui est en Ligue 2, c'est ça? Oui, le club qui est sur 24 matchs sans victoire. Du coup, à voir. Moi, je suis très méfiant sur les reprises. Personnellement, je donne mon pronostic. Je vois un match nul. 2 équipes qui ont pour objectif la montée. Comme je l'ai cité tout à l'heure, ma Ligue 2 a mis l'Estac dans leurs favoris avec Auxerre. Et nous, on est juste derrière dans le petit paquet qui vont jouer pour la 3e place, je suppose. Donc, à voir. Moi, j'ai bien aimé la stade de Romain et avant même qu'il la sorte, je voyais déjà un match nul. Donc, pour moi, je pense que... Alors, évidemment, si on peut prendre un but de Wislar de Thierry sur un péno, je le prends tout de suite. Mais vu la forme des 2 équipes, le groupe au complet, le début de saison, je pense qu'un match nul, ça pourrait être déjà un bon point de prix face à une équipe qui joue vraiment la montée. Ouais, moi j'espère qu'on va rentrer avec un point du match nul aussi. Je pense qu'on va rentrer avec un point du match nul. Moi j'espère qu'on va revenir, mais je pense, si je suis froid et objectif, je pense que l'Estac va commencer par une victoire à domicile et qu'on devra attendre au moins la 2e journée pour prendre nos premiers points. Ce n'est que mon avis. J'espère bien évidemment que me tromper. On va souhaiter une bonne saison à ceux qui vont nous faire suivre le hack par les médias dits traditionnels. Donc on souhaite une bonne saison à Benoît Donquel, notre ami de la presse avéraise, qui suit le hack depuis des années, et à 2 nouveaux dans leur nouvelle fonction, Greg Godefroy à France Bleu Haute-Normandie, qui va reprendre un créneau de 18h à 18h30 du lundi au vendredi consacré au hack. C'était un énorme manque et on est content qu'il soit comblé. Et on souhaite également une bonne chance à François Manoury de la presse avraise, qui sera la voix des commentaires des matchs sur France Bleu, donc à la succession d'Esteban Pinel. Merci à eux et bonne chance. C'est fini pour ce premier numéro des activistes. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous sur Spotify et sur Deezer. Abonnez-vous également sur le compte Twitter d'Actu, @actu_fr. N'oubliez pas que le concours de pronostics se fait sur le site actu.fr. Il est encore temps de s'inscrire sur la première journée, mais il faut faire très vite. Nous vous souhaitons une bonne soirée. À bientôt pour le prochain numéro des activistes. Et en attendant, allez le hack!